Émilie ou la petite sirène 76, une comédie musicale de Michel Berger et Franck Lipsic avec nous sur ce plateau. On vient de vous voir jeune en train d'embrasser France Gall, aux côtés de celui qui dirigeait Warner, la maison de disques de France Gall, et Michel Berger, Bernard de Bosson. Émission diffusée sur TF1 en mai 76, produite par Maritier et Gilbert Carpentier, dont vous allez nous parler, Elisabeth Jacquinot. Bonsoir. Pour Lina, vous avez travaillé sur les émissions des Carpentier. Après avoir vu Émilie, quand même, on a envie de vous faire confirmer, Franck Lipsic, ce que vous nous avez dit avant, c'est-à-dire un mois, quelques semaines seulement pour composer, enregistrer, répéter ce qu'on vient de voir. Ça paraît complètement dingue. Ouais, ça remonte à longtemps quand même, 76, mais c'était pas beaucoup plus d'un mois. Si c'était un peu plus, c'était pas énormément plus. Ça a été très très vite, vraiment très très vite. Je disais, la seule difficulté, c'était plus le tournage lui-même que les chansons. Je sais pas, Michel. En plus, je trouve, mais je trouve que c'est la bonne période de Michel. À cette époque-là, il a fait des chansons extraordinaires. C'est ses plus belles chansons. Et c'est très dommage d'ailleurs que les autres chansons soient jamais sorties, quoi. Travail suivi de près par les Carpentier, ou bien ils vous faisaient confiance? Ah non, ils ont fait totalement confiance. Ils ont été là pratiquement qu'à la fin, c'est-à-dire au moment du tournage. Ouais. On les a quasiment jamais vus. On les a au téléphone de temps en temps, mais non, ils étaient vraiment. On avait carte blanche, pas un mot sur le budget. Ils n'ont rien discuté. Ils ont quand même financé tout l'album qui a coûté cher. Et non, c'était un plaisir. Bernard de Bosson, vous avez eu votre mot à dire sur le casting, sur la composition de cette soirée? Pas grand-chose, mais je savais tout ce qui se faisait avec Michel. Ouais. Je lui disais, ce que tu fais, c'est très bien, continue. Surtout que je connaissais un petit peu mon voisin d'ici, Franck Lipsic, qui est mon voisin aussi dans la vie, puisqu'on avait une maison l'un à côté de l'autre, et que je savais que c'était la qualité absolue, quoi. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas deux bons hommes incroyables. Ouais, parce qu'il n'y avait pas que des artistes Warner, justement, dans la soirée. Bien sûr, et Michel, Françoise part, Hardy, Nicole Croisille. Il y avait Françoise, qui était encore avec nous à l'époque. Françoise, France, et puis évidemment Rod Stewart. Ah oui, alors c'est vous qui amenez Rod Stewart. Voilà, un petit peu, on a beaucoup aidé. C'était à l'époque de Selling, si je me rappelle. Ouais, c'était Selling. Et c'est toujours un artiste incroyable. Hein. Mais c'est vrai qu'il a un personnage fantastique qui a eu la bonne idée de laisser tomber le football pour faire de la chanson. C'est un avant-centre incroyable. Hein. Mais il n'avait rien à voir avec l'histoire. Je veux dire, il est complètement. Bien sûr. Mais c'est aussi pour toutes ces raisons-là, que je disais tout à l'heure, c'est un projet artistique et pas commercial. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'album Émilie ou la petite sirène, à cause sans doute de la diversité des maisons de disques. On aurait résolu ce problème-là 2 ans après avec Starmania, mais à l'époque, il y avait une telle complexité. Il y avait des artistes qui étaient dans toutes les maisons, sauf chez nous, à part les deux que je citais. C'était juste inconcevable à l'époque. Franck Lipsic, le tournage, c'était dans le studio des Carpentiers au but de Chaumont. Oui, c'était au but de Chaumont. Il n'y a pas eu. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer maintenant, parce que je ne pense pas qu'on puisse refaire des émissions comme ça. C'est une des caractéristiques de l'époque. On pouvait. Extraordinaire. Il y avait des moyens fabuleux, on faisait des décors extraordinaires, on s'amusait. Maintenant, c'est très difficile, mais il n'y avait pas... Je me souviens honnêtement pas d'un seul problème pendant le tournage. Et c'était le studio des Carpentiers, on va en reparler tout à l'heure avec Elisabeth, le studio 17. Un absent, pour l'anecdote, Jacques Dutronc, qui devait faire un livreur de piano, mais qui s'est impatienté en cours de tournage. Bah oui, comme je le disais, le tournage, surtout sur ce genre de truc, c'est long, parce qu'à chaque fois qu'on se plantait, quelqu'un se plantait, on repartait au départ. Donc, un problème que vous connaissez tous en télé. Donc, c'était assez complexe à faire, et il y a eu quelques planteries, c'est sûr, donc on disait allez on repartait du début, et Dutronc évidemment, Jacques il n'est pas très patient, au bout d'un moment il a dit à Françoise, bon toi tu restes, moi je me casse, et puis il est parti. Et donc il n'y a pas eu de Jacques Dutronc dans Émilie. Bernard de Bosson, cette Émilie qui cherche l'amour et le bonheur musical, c'est un peu l'histoire de France Gall. C'est l'histoire de France Gall de A jusqu'à Z. C'est exactement l'histoire de France Gall, qui a eu d'abord un début de carrière absolument phénoménal, fulgurant. Ça a été une espèce de gamine dans les années 60. Gamine, mais chantant tellement formidablement. On a déjà eu l'occasion, vous et moi, d'en parler. C'était une chanteuse de jazz pour moi. C'était une musicienne exceptionnelle. Et puis, à un moment... un creux dans la fin des années 60. Un creux parce qu'elle avait envie de chanter autre chose et qu'elle ne trouvait pas les gens.
Et elle a voulu Michel, elle a véritablement voulu Michel. C'est un hasard, la rencontre, mais elle a quand même voulu Michel. Et quand je l'ai signé, je sais qu'on cherchait des chansons, qu'on avait un mal fou à trouver des chansons. Elle était très difficile, Franck peut confirmer. Et elle était du signe de la balance, c'était oui, je ne sais pas, on va voir, machin. Mais elle savait exactement ce qu'elle voulait pas chanter, en tout cas. Et ça posait même des fois des problèmes dans le couple qu'elle a fait avec Michel, parce qu'elle avait une certaine exigence. Et elle cherchait véritablement à avoir une autre image. Elle voulait trouver quelqu'un qui lui fasse des chansons qui reflètent exactement la femme qu'elle était devenue après avoir été une jeune fille adorable, mais elle voulait chanter des choses un petit peu plus sérieuses. On va évoquer à nouveau France Gall un peu plus tard avec une archive magnifique. Les Carpentiers, parlez-nous des Carpentiers. Vous avez un rapport avec eux aussi. Ils étaient commodes, les Carpentiers. Je vais vous dire très franchement, nous, on avait des moyens de promotion qui étaient très difficiles. On a commencé tout petit, alors qu'on avait un président au départ, qui n'est pas resté longtemps, mais qui est quand même été un bonhomme absolument phénoménal, il s'appelait Daniel Philippaki, et qui avait dit, écoutez, je vous préviens, j'ai une émission à Europe, et c'est pas parce que j'ai mon émission à Europe et que j'ai un journal qui s'appelle Salut les copains, vous aurez beaucoup plus de boulot à faire pour que vos artistes passent là où j'agis. Mais véritablement, il avait mis des boulets au pied de tout le monde. Et c'était pas simple. Quant à la télévision, on n'avait pas beaucoup d'artistes. Cette époque-là, toutes les émissions des Carpentiers, c'était un cycle c'était un réseau d'artistes qui se renvoyaient la balle, etc. Et nous, on démarrait, on n'avait personne. Il n'y avait pas beaucoup de nouveautés. On n'avait aucun nouvel artiste. De nouveaux chanteurs qui arrivaient chez les Carpentiers. On avait signé un artiste qui avait fait des bêtises en France et qui s'était fait littéralement déplumer par un escroc qui s'appelait Michel Polnareff, qui était parti aux États-Unis. Mais on avait Michel Polnareff, c'est tout. On n'avait personne d'autre. Il a été question de signer certains artistes. Moi, j'étais opposé à ça. Je ne voulais pas acheter d'artistes. Je voulais absolument construire le catalogue. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'ils étaient plutôt conservateurs dans leur choix. Oui, c'était pas évident. C'était pas évident. Moi, j'avais rencontré, c'était Gilbert qui faisait un peu des relations publiques. Mariti, c'était elle qui était vraiment là pour les enregistrements. Avec Marion, avec toute l'équipe de réalisateurs qu'elle avait. Et de temps en temps, on avait la chance de placer un artiste, mais c'était difficile. Et c'était difficile de mettre un artiste inconnu, parce qu'ils étaient toujours dans ce réseau, entre Sacha Distel, Thierry Leluron, Joe Dassin, Michel Sardou, Claude François, Carlos. C'était toujours un peu la même. C'était superbe, d'ailleurs. Ce qui était d'ailleurs étonnant dans Émilie, c'est qu'on a pu faire vraiment ce qu'on voulait. C'était d'ailleurs une surprise. On a choisi les artistes qu'on voulait, elle n'a pas posé de questions. La seule chose, elle a demandé effectivement un international à un moment, et c'est là où on va parler des Carpentiers, de ces émissions mythiques. On en parle encore, c'est même une chanson de Benabar. Elisabeth Jacquinot, si vous deviez expliquer les émissions des Carpentiers à quelqu'un qui n'a pas vécu ce qu'on appelle parfois l'âge d'or des variétés télévisées. Moi-même, je n'ai pas vécu cette période. Non, mais vous avez étudié. Mais déjà, ce que je pourrais dire pour commencer, c'est qu'il faut vraiment se figurer l'énorme phénomène télévisuel et je dirais même social qu'ont représenté ces émissions-là, puisqu'on était à des taux d'audience d'environ 45%, des pics à 18 millions de téléspectateurs, donc c'était vraiment impressionnant même pour l'époque. Ensuite, c'était des émissions Top High numéro 1 dont fait partie cette émission, La Petite Sirène. C'était des émissions qui étaient programmées toutes les semaines, de manière hebdomadaire, et ça a duré quand même 10 ans. Le samedi soir. Ouais. Donc c'est un peu la chasse gardée des Carpentiers, le samedi soir, la tranche horaire des Carpentiers. Sachant que les Carpentiers, rappelons-le, ont quand même une carrière télévisuelle d'environ 30 ans. Ils commencent au début des années 60 et ils terminent avec un rythme de production moindre jusqu'à la fin des années 80. Donc là, pareil, ce sont des figures tutélaire de la télévision française, une grosse page de l'histoire de la télévision française. Et enfin, pour parler des émissions des Carpentiers, je pense qu'il faut surtout dire que c'était un peu la crème de la chanson française qui se rendait à ces émissions-là, mais également des chanteurs étrangers. Et évidemment, pour Lina, c'est des petites pépites, c'est des images absolument mythiques. Quels sont les ingrédients de ces émissions, Elisabeth ? Est-ce qu'il y a une formule ? Je pense qu'effectivement, il y a une formule, il y a une marque de fabrique qui est reconnaissable entre toutes et qu'on voit très bien dans cette émission La Petite Sirène. C'est la carte blanche, comme vous le disiez tout à l'heure. Voilà, la grande liberté qui était offerte aux artistes de s'approprier, de personnifier les émissions. Ils avaient le choix, par exemple, des invités, également le choix de la mise en scène. Donc voilà, ils pouvaient vraiment laisser libre cours à leur imagination et je pense que c'était ça qui plaisait aux artistes et qui faisait qu'ils se pressaient au portillon pour aller aux émissions des Carpentiers. C'était vraiment très
très agréable pour eux. Ensuite, je pense que l'autre élément qu'on voit un tout petit peu moins dans cette émission-là, mais qu'on voit un petit peu avec l'énorme perruque rose de Nicole Croisille, qui a sans doute demandé un minimum d'autodérision, hein, les gens ne se prenaient pas trop au sérieux, c'est ce côté un peu présenter les artistes sous un autre jour, de manière un peu inattendue, là on ne les attendait pas. Beaucoup de déguisements, de choses très loufoques, hein, mais je ne pourrais pas tout citer, mais il y a évidemment Carlos, les déguisements de Carlos, il y a un trio assez infernal à un moment qui a à mourir de rire, un travestissement de Jacques Martin, Jean-Pierre Cassel et Sacha Distel, et ça leur va d'ailleurs très bien. Vous avez Dalida en japonaise, vous avez Jacqueline Maillan en tutu rose. Donc voilà, des choses qu'on ne verrait plus aujourd'hui, et ça faisait partie vraiment des ingrédients des émissions des Carpentiers. Ensuite, ce qu'on voit aussi sur cette émission-là, c'est les duos. Les duos qui permettaient vraiment de produire des moments de télévision non reproductibles, des moments inattendus, originaux, qui là aussi font vraiment les pépites et les grandes heures de la télévision française. Je ne vais pas pouvoir tout citer de nouveau, mais on a Léo Ferré et Charles Aznavour, on a Jane Birkin, Françoise Hardy, on a un trio d'une version reggae d'Harley Davidson entre Gainsbourg, Depardieu et Johnny. C'est des moments incroyables qu'on va pouvoir ressortir encore pendant des décennies, hein, globalement. Et puis, dernier élément, plus sur l'aspect, on va dire, production. C'était des productions de prestige, hein. Comme vous le disiez tout à l'heure. C'était des productions qui mobilisaient énormément de moyens financiers et humains. C'était des productions, des émissions qui ont été tournées à partir des années 70 dans le studio 17 de l'ORTF, qui, rappelons-le, était le plus grand et le plus beau studio. Le plus grand. Oui, tout Combien? à fait. 693 mètres carrés. Ah oui, quand même. Voilà, Ah oui, c'est pas ici. Hein. Voilà. Donc, qui avait été quand même construit sur mesure pour Gilbert Carpentier. Ouais. Donc voilà, sous ses recommandations. Donc c'était chez eux. Et qui dit effectivement énorme studio dit décors monumentaux, des paquebots, des piscines, des baignoires, des décors qui s'écroulent. Enfin, des choses vraiment incroyables pour l'époque et encore pour aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, il y avait également les ballets de Barry Collins, comme c'est le cas pour cette émission, des costumiers notamment Michel Freinet. Donc voilà, rien n'était trop beau pour les Carpentiers et pour les top 1 et les numéro 1. Alors, les Carpentiers ont laissé leur nom à la postérité. Tout le monde connaît leur nom, mais à peu près personne ne connaît leur visage. Ils restaient dans l'ombre. Alors, les voici, Mariti et Gilbert Carpentier, lors d'une de leurs rares interviews à la télévision, à l'animateur Jean Berthaud. Vous êtes les Carpentiers, professionnellement parlant, en dehors de la télévision. Vous avez commencé comment? Qui a commencé premier dans ce métier artistique? Oui, Mariti va vous raconter ça parce que je vois. Mariti Je crois que je peux dire une chose, c'est qu'au fond, c'est toujours Gilbert qui m'a ouvert toutes les portes dans le métier. C'est toujours lui qui commence et qui ouvre la brèche et moi je m'engouffre. Vous faisiez de la musique, Gilbert? Gilbert faisait de la musique, oui, et puis ensuite il est entré à la radio. Et alors étant entré à la radio, au bout d'un an, il m'a dit « si tu venais puisque tu aimes bien écrire ?» Et je me suis engouffrée, j'ai écrit des textes pour la radio. Alors là, nous avons commencé à nous sentir très bien. On s'est fait une famille parce que partout où nous arrivons, il faut qu'on Oui, c'est un club, hein. Les Carpentiers, ils ont leur environnement. C'est pas péjoratif. Non, vous avez même réussi oui. à avoir j'allais dire presque vos techniciens dans les sociétés de télévision. Oui, vous avez les mêmes qui travaillent régulièrement avec vous. Oui, c'était une famille, les Carpentiers. Voilà, alors ça veut dire que les gens sont bien. Alors voilà, ça a d'abord été une famille à la radio. Alors moi, dès que je me fais une famille quelque part, que je peux rire, que je peux travailler en confiance, je suis bien et j'ai pas envie d'autre chose. Oui. Alors ça aurait pu durer comme ça très très longtemps. Puis un jour, Gilbert m'a dit, bon, alors tout ça c'est très gentil, mais maintenant on va faire de la télévision. Je dis pourquoi, on est bien? Il m'a dit non, maintenant on va faire de la télévision, parce que sans ça, dans 2 ans, ce sera terminé tout ça. Ah bon? Alors voilà, partie à la télévision. Alors là, on a commencé à faire de la télévision au compte-gouttes, une fois tous les 2 mois, 3 mois, puis tous les 2 mois, puis tous les mois, puis quelquefois toutes les 3 semaines. Et puis je me suis sentie bien, je me suis refait une famille, j'étais très très bien. Puis un jour il m'a dit bon, alors tu sais ce qu'on va faire maintenant, on va faire une émission en direct toutes les semaines. J'ai dit oh, non, 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 surtout. Et me revoilà. Je sais pas ce qu'il va inventer la prochaine fois, mais c'est comme ça. Ah ben non, on peut pas y avoir de quotidien, c'est pas possible. Faire réellement du spectacle, un spectacle. Non, mais il trouvera bien quelque chose. Sûrement, il va encore changer. Non, un martyr. J'ai essayé d'apprendre quelque chose un petit peu sur l'intimité. C'était difficile d'essayer parce que je voulais en apprendre davantage. Et là, il y a le mur. Nous avons bavardé avec Gilbert. Très aimablement, il m'a parlé, il m'a montré. C'est aimable, hein, quand même. Oh là, il a des choses fantastiques à montrer. Il a tous ces appareils de projection extraordinaires, des collections formidables. Je ne donnerai pas l'adresse pour que vous ne soyez pas dévalisés. Mais enfin, tout ce qui touche l'image, vos appareils de vue fantastiques, là. Il y a des noms très très jolis, là. Il y a du goût, mon mari. Ah,
qui prenait quelquefois des décisions? Parce qu'on a toujours l'impression que c'est pris à l'unanimité et pourtant c'est pas vrai. Dès que quelqu'un prend une décision, l'autre est d'accord dans votre travail? Ça se passe en général? Mais Gilbert a un don de vision extrêmement rapide. Par exemple, pour juger si quelqu'un est valable ou ne l'est pas, terrifiant, parce qu'en 2 minutes, il me dit oui, ce sera bon, oui, ce sera pas bon. Alors, quelquefois, je me rejoins, je dis ce que tu en sais, c'est beaucoup trop vite. Mais attends, mais moi, je crois que, etc. Et alors, ça me vexe horriblement, parce que finalement, il a raison, toujours. Là, il va plus vite, là? Oui. Sur le plan musical, il décide? Ah oui, ça j'aime bien. Oui, ça. Oui, il essaie de décider, quoi. Mais les décisions sont prises à 2, mais quelquefois, il faut s'adapter, parce qu'on ne peut pas tout de suite décider une chose en 1 minute. Alors, il faut quand même se voir, en discuter. Mais c'est toujours pris à 2. Non, c'est vrai que je serais dans l'incapacité de vous dire qui finalement décide. Hein, ça dépend des fois. Quand je lui ai demandé ce que vous saviez faire, alors là, il ne tarit plus. Vous savez quasiment tout faire. Oui. Peut-être même la cuisine aussi. Oui, pas coudre. C'est très bien. Voilà, les Carpentiers, Mariti et Gilbert, on en parle sans les voir. Et bien là, vous pourrez dire, je les ai vus enfin. Elisabeth, vous avez travaillé sur eux, vous avez fait un livre pour l'INA. Qui étaient-ils, les Carpentiers? On en a appris un petit peu, là. Quand ils disent la radio, c'est Radio Luxembourg, hein, c'est ça? Exactement, je vais simplement ajouter quelques détails. Hein. Tout est dit dans cette archive, qui est très rare d'ailleurs. On a très peu d'interventions des Carpentiers. On peut les compter sur les doigts d'une main. Ils sont discrets. Il y en a très discrets. Et je pense que c'est ça qui est tout à fait appréciable, hein, cette forme d'humilité. Voilà. D'où viennent-ils, les Carpentiers? Eh bien, ils vont faire leurs premières armes à la radio, comme ça va être le cas pour beaucoup de producteurs et réalisateurs de variétés. Par exemple, Guy Lux vient lui-même de la radio. Radio privée, Radio Luxembourg, en effet, l'actuel RTL. Puisqu'en fait, Gilbert Carpentier était musicien de formation. Hein, il était organiste. Donc voilà, il se destinait plutôt à cette carrière-là au départ. Et puis, de fil en aiguille, il débarque à la radio. On lui demande d'être d'abord pianiste, ingénieur du son, et un jour on lui dit bah, écoute, tu vas produire des émissions de variété. Ah bah voilà, très bien. Il y aura plusieurs émissions de variété, et à la fin des années 50, une émission de cavalcade qui va avoir un tel succès qu'on va leur proposer de l'adapter à la télévision, et ce sera La Grande Farandole en 1961, et là la carrière des Carpentiers est lancée. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les débuts. Sur la répartition des tâches, dont il parle très bien aussi dans cette archive, globalement, Mariti Carpentier était une grande littéraire. Elle aimait bien écrire, elle était passionnée de comédie musicale, donc elle était plus à la direction artistique, elle s'occupait beaucoup des artistes, elle les contactait, elle les coachait. Et Gilbert, donc elle écrivait également les textes, et Gilbert était plus le technicien qui allait superviser les montages, les tournages, qui allait gérer le budget, puisque je le rappelle, les Carpentiers, alors ça c'est vraiment un petit point d'histoire de la télévision, les Carpentiers étaient des producteurs délégués. C'était vraiment des salariés, des employés de l'ORTF, qui recevaient une enveloppe financière, une enveloppe budgétaire qu'ils répartissaient entre les émissions. Et en fait, le producteur délégué, on lui demandait surtout d'avoir une idée originale, l'idée du concept dont on parlait tout à l'heure, la formule. Donc voilà, c'est pas le producteur tel qu'on peut l'imaginer. Ils n'ont pas de société de production. Ils n'ont pas de société de production. Voilà, c'était des gens qui recevaient leur salaire à la fin du mois, globalement. Voilà, c'est un autre monde, c'est un autre modèle qui a quasiment disparu aujourd'hui. Je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César, quand même. C'est vraiment eux qui ont lancé, par exemple, la carrière de Gainsbourg. Ah oui, vraiment? Oui, tout à fait. On a tendance à l'oublier, on a tendance à pas trop en parler. Ils lui ont proposé, au moment où il n'était pas encore vraiment reconnu du grand public, d'écrire des chansons pour La Grande Farandole et le Sacha Chaud, donc au début des années 60. Et puis après, il va voler de ses propres ailes à partir de 66-67. Mais globalement, c'est eux également, il faut le rappeler, qui ont pensé à la collaboration entre France Gall et Gainsbourg pour l'Eurovision. Et qui a porté évidemment à la victoire, à la réussite qu'on connaît. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth. Franck Lipsic, les artistes étaient mis en valeur chez les Carpentiers. Je crois que il n'y a pas de secret dans la relation de confiance qu'il pouvait y avoir et que vient de décrire Elisabeth. C'est ça, c'est cette mise en valeur-là. Vous les avez connus Oui, très bien. Mais je suis allé d'ailleurs rue Guilmer. On a travaillé beaucoup là-bas. Effectivement, elle recevait. Et il y avait... C'est ce que vous dites, il y avait surtout... C'était pas des rapports comme on a d'habitude avec des producteurs. C'était vraiment... Effectivement, il y avait un côté amical, un côté sympathique, décontracté. Et c'était... je sais pas, ça ressemblait pas à ce qu'on voit maintenant. Et en plus, mais c'était vraiment elle qui tenait les rênes. Hein. Je veux dire, c'était vraiment une femme à poigne. Oh là là, elle était très, très, très... Mais très précise. Lui, il apportait cette espèce de rondeur, ce charme, ce côté tellement sympathique.
un petit peu anglais d'ailleurs, mais il était vraiment formidable pour ça. Mais elle était redoutable. Elle savait exactement où elle allait aller, puis il fallait surtout pas se mettre en travers de son chemin. Ce que disait Elisabeth, juste pour préciser, elle a tout à fait raison. Ce qui était passionnant et ce qu'adoraient les artistes, c'était ces déguisements. En fait, ils s'amusaient comme des fous. On faisait les clowns. Donc c'était effectivement la perruque de Nicole Croisy ou des trucs comme ça. Ils aimaient ça, quoi. Ils jouaient. Et ça n'a pas du tout le même aspect que venir faire de la promotion normale. D'ailleurs, souvent, ils ne chantaient pas leurs chansons. Ils chantaient les chansons des autres. Et il y avait tout ce mélange qui était vraiment passionnant. D'ailleurs, ça a été repris de façon intelligente, je trouve, dans toutes les émissions des restos. Hein. On repris un petit peu c'est ce qui ressemble le plus au Carpentier. C'est ce qui ressemble le plus au Carpentier. Ou chez Nagui pour Taratata. Bernard de Bosson, revenons à Michel Berger. Après Émilie, vous avez accompagné l'aventure Starmania, dont j'aimerais que vous nous disiez quelques mots. Et ben voilà, Michel avait ce projet de comédie musicale depuis longtemps. Je vous parlais tout à l'heure des maquettes qui avaient été faites pour La Petite Sirène. Et puis, il avait monté entre-temps sa société. On avait passé un contrat ensemble, c'est-à-dire que moi, je finançais tous les enregistrements. C'était récupérable sur les ventes, évidemment, mais c'était non remboursable en fin de contrat. Ça veut dire que je finançais complètement l'opération. Et fort heureusement, les 2-3 premiers disques qu'on avait fait, donc le premier album de France, ça s'était très bien passé. On avait largement dépassé, très très largement au niveau des ventes, ce que ça avait coûté exactement. Et je lui ai dit, il n'y a aucun problème, si tu veux faire ça, bah, tu as fait un premier essai qu'on n'a pas pu concrétiser, mais si tu dois faire... il avait terminé Starmania là, avec Luc Mamandon. Je lui dis, mais tu commences à enregistrer quand? Il me dit, mais je peux pas, c'est difficile, ça va coûter beaucoup d'argent, puis tu comprends. Mais je lui dis, mais Michel, ça va coûter rien du tout, on te finance tout. Il me dit, mais oui, mais si par hasard ça ne marche pas, avec les sommes qui ont été investies, tu te rends compte si toi tu n'es plus là. Mais je lui dis, Michel, tu as un contrat. Ton contrat, il marche très très bien. Personne ne pourra te demander. Ça fait partie de l'échange qu'on a eu. On te finance, on prend des risques, et si ça marche pas, ça marche pas. Mais c'est notre problème, c'est pas le tien. Il voulait rien savoir. Et un beau jour, de Guerlain, je lui ai dit, écoute, puisque c'est comme ça, nous, Warner, on va financer le truc. Il me dit, mais t'es fou, t'as rien entendu, mais il faudrait... Je lui ai dit, écoute, Michel, je te fais confiance. Et puis, on a commencé à enregistrer. Moi, je savais pas où j'allais. Hein. Et puis, je voyais arriver des factures à Londres, partout, si on avait été enregistrer certaines choses. Et ce qui s'est passé, c'est que quand, au bout d'un an, ou au bout de 9 mois, ça a été enfin terminé, j'écoute ça dans mon bureau, et j'étais totalement fracassé d'émotion. J'étais comme un fou. Je me dis, mais ça va être extraordinaire. Et puis, d'un seul coup, je réalise, je marque un temps d'arrêt, je dis, mais Michel, je suis en train de penser à un truc. Mais on n'a pas un seul artiste, là. Comment on va faire? Ils sont tous dans des maisons de disques différentes. France Gall n'avait pas encore enregistré J'ai besoin d'amour, hein, parce qu'on l'a fait le jour où on a décidé de faire le spectacle, c'est-à-dire le 27 décembre 1978. On a levé l'option qu'on avait pour le Palais des Congrès 3 mois après, et on a réenregistré 2-3 jours après une chanson spécialement pour qu'elle serve de véritablement de trailer, de locomotive, pour faire venir les gens. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et ben, j'ai été pris mon bâton de pèlerin, et puis je suis fier comme tout, parce que moi j'étais un petit peu créatif au niveau juridique, c'est qu'on a fait le premier genre de contrat, on allait voir des maisons de disques, on avait un échange, voilà. Ils avaient le droit d'utiliser... D'où la fameuse formule qu'on retrouve sur la pochette de Starmania, avec l'aimable autorisation de... Et ça se passait comme ça, moi je leur disque. donnais les droits du single, j'avais pas le droit de sortir le 45 tours simple, hein, eux me donnaient la royauté. Moi, j'avais les droits uniquement sur l'album, et on a fonctionné comme ça pour tous les artistes. 2 archives encore qui vous concernent, Bernard de Bosson, 2 premières ou quasi-premières. D'abord, 2 ans avant Émilie, la déclaration d'amour, c'est le titre exact, la déclaration d'amour, la première chanson écrite et composée par Michel Berger pour France Gall. Alors on a eu un débat, parce qu'il y a plusieurs versions dans les télévisions. On a choisi une version, France Gall chante en playback, mais elle est absolument magnifique. Regardez.
France Gall, la déclaration décembre 74. Vous étiez pas là, vous étiez en coulisses, vous étiez derrière cet enregistrement. Bernard de Bosson, patron de la Warner à l'époque. Est-ce que vous sentiez le début d'une grande aventure? Non, attendez, je vais vous dire tout. Moi. Ça s'est commencé 2 ans avant. Il s'est passé la chose suivante, c'est que la première artiste que j'ai signée le 4 mai 71, c'était France Gall, pour un contrat de 5 ans. À l'époque, on faisait un contrat pour 4 chansons, 2 45 tours simples, c'était le minimum. On a fait un premier 45 tours simples, ça n'a pas marché. Elle ne trouvait pas. On avait fait un deuxième, ça n'a pas marché. Et puis un jour, elle m'appelle, elle me dit, il faut que je te voie. Voilà, j'ai trouvé les 2 producteurs qui vont vraiment me faire du sur-mesure, mais ils sont chez ce monsieur qui était à l'époque chez Pathé Marconi, c'était Riva et Thomas, et ils sont en exclusivité, et il faut que j'aille là-bas. Eh bien, figurez-vous, je lui ai rendu son contrat. Et elle est venue chez nous. Et je lui ai dit, écoute, moi, je peux pas mettre un artiste en cage pour qu'il n'aille pas à la concurrence. Si tu dois véritablement retrouver ton chemin là-bas et pour vous pouvoir véritablement faire un redémarrage de carrière, et ça a été un moment magnifique entre nous. Sauf que les chansons qu'elle a faites avec Riva et Thomas n'ont pas pu marcher. Ça n'a rien donné. Pas du tout. Et elle m'a dit, je te promets qu'un jour j'en viendrai. Ouais. Et puis j'ai plus entendu parler d'elle du tout. Ouais. Elle avait un manager qui est très connu maintenant, qui était le patron d'Art Média, qui était à l'époque Bertrand Delabé. Et un beau jour, Michel vient, il me dit, il faut que je te fasse entendre quelque chose, 2 ans après. Ouais. Puis il me fait entendre, je vais te faire entendre quelque chose. J'entends le début, puis je dis, mais c'est France Gall, ça. Ouais. Mais il me dit, oui. C'est Michel Berger qui vous fait. Mais c'est quoi ça? Mais il me dit, voilà, elle a fait ça, elle m'a demandé une chanson. Mais je lui dis, mais je veux ce truc-là, mais c'est extra. Alors, je vais faire une longue histoire très courte. Je vois Bertrand Delabé, et je lui dis, tu sais qu'elle m'avait promis qu'elle reviendrait, je le veux, et je veux mon contrat de 5 ans. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, écoute, tu comprends, je suis obligé de défendre l'artiste, c'est difficile, je peux pas faire autrement que de mettre des conditions. Écoute, on est au mois d'avril, vous allez sortir le disque au mois de mai, on fera un contrat de 5 ans, mais à condition que vous ayez vendu au moins 100 000 exemplaires de ce 45 tours simple. Le peigne, je l'avais un peu là, et je lui dis, écoute, t'es quand même dur, je te signale que moi j'ai fait tout ce qu'il fallait. Il me dit, je sais, mais moi je suis obligé de défendre. Et ben voilà ce que j'ai dit, bah d'accord. Alors on a signé un contrat de 5 ans avec cette clause réservatoire, évidemment. Et savez-vous combien on a vendu de disques de la déclaration, qui a été un énorme succès quand même, hein, à votre avis? Je ne sais pas, plusieurs. Je vais vous dire, centaines de mille. On en a vendu 102 000. Ah oui, pas mal. 102 000. On ne savait pas bien vendre des singles, je te jure. Ah oui, ça ne savait pas, parce que ça méritait plus. Et ça méritait, oui, mais on ne savait pas très bien vendre des singles. On avait une force de vente qui était moins importante que toutes les autres maisons de disques. Et voilà, et France ne nous a jamais quittés. Et je dois dire, je ne dis pas du tout à titre personnel, mais elle ne m'a jamais quitté. Le jour où j'ai quitté Warner, elle avait dit, avec Michel, ils ont dit, bah, c'est très simple, Barner s'en va, on quitte la maison. Et je me suis battu pour qu'il reste. 2 ans avant ce qu'on vient de voir, Bernard de Bosson, le même Michel Berger, directeur artistique de WEA, donc votre maison, vous a présenté une jeune femme, auteur, compositeur, interprète, dont il va réaliser le premier album. C'est Véronique Sanson. Et voici l'une de ses premières télés, juillet 1972, Denise Glaser, dans le Discorama de Denise Glaser. J'aimerais bien Extraordinaire. C'était extraordinaire, Véronique Sanson. Et Denise Glaser qui vous savez, je vais vous dire, c'est la première cette réplique. C'est la première personne à qui j'ai fait entendre à la télévision, que j'ai fait entendre Denise Glaser. Elle avait été bouleversée par l'album et elle me dit, Bernard, je vais être très franc avec vous. Je vais la prendre, bien sûr, mais je me suis engagé, j'ai présenté une artiste que j'ai découverte dans une autre maison de disques, qui est la maison qui s'appelle Sony maintenant, et c'était Catherine Lara. Ah oui. Et je me suis engagé à ce qu'elle fasse mon émission, bien sûr. Mais je vous promets que Véronique Sanson sera la prochaine. Et elle a tenu sa parole complètement. C'était le premier album de Véronique Sanson. Premier album de Amoureuse. Un album phénoménal, qui n'a pas pris une ride. Non. Et des aigus qu'elle a, mais c'est invraisemblable. Il y a une chanson dans cet album que quelqu'un chez Bellamy à Radio Classique a passé hier ou avant-hier, je crois, et c'était « Dis-lui de revenir ». Dis-lui de revenir. C'est très court, mais elle chante. Non, c'est un album extraordinaire. C'est d'une pureté. Dis-lui de revenir, c'est une chanson qui doit faire 1 minute 30 et qui Chef-d'œuvre clôt absolu. l'album Amoureuse de Véronique Sanson.
C'est un chef-d'œuvre, effectivement. Merci beaucoup, Bernard de Bosson, de nous Merci avoir accompagnés avec vos souvenirs. Merci, Franck Lipsic. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci. Et à très bientôt pour une nouvelle émission, pour un nouveau numéro de Rambobina.